Nous allons parler miel, nous allons parler vente de miel. Mon invité n'est pas apiculteur, mais par contre, il veut aider les apiculteurs à vendre leur miel. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur Tribu Api, le podcast de Mes Premières Ruches, le blog qui vous aide à apprendre et comprendre l'apiculture de A à Z. Dans cet épisode, j'interviewe Hugo Bopp. Hugo, avec son associé, a créé une plateforme afin d'aider les apiculteurs à vendre leur miel. Et il va nous présenter sa démarche, sa plateforme et en quoi sa plateforme peut vraiment aider les apiculteurs à faciliter leur vente de miel. Bonne écoute. Bonjour Hugo. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi et ton projet, s'il te plaît ? Je vais te parler juste un peu de moi, de ce que je fais. Donc, je m'appelle Hugo Bopp, j'ai 56 ans. J'ai une formation qu'on appelait avant analyse programmeur en informatique, qu'on pourrait appeler maintenant développeur. Dans les années 90, j'ai travaillé pour des éditeurs de logiciels de gestion, pour des entreprises de gestion commerciale, comptabilité, paye, pour des éditeurs régionaux et après nationaux. Donc, moi, j'étais en tant que développeur, mais j'étais aussi formateur et intégrateur. Intégrateur, c'est l'adaptation du logiciel au métier des clients, en fait. Dans les années 2000, je me suis mis à mon compte comme freelance pendant 8 ans pour des TPE, PME, où j'assurais le suivi et l'évolution des logiciels de gestion, mais aussi sur des missions plus larges comme la responsabilité du parc informatique, parce que j'étais un peu passionné d'informatique. Donc je faisais du conseil, achat de matériel et maintenance du parc. Et en 2009, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une société qui était éditrice de logiciels de gestion 100% sur Internet et qui travaillait aussi avec un client. Et j'ai eu l'opportunité de m'associer avec lui, de reprendre mes clients pour faire un changement de logiciel qui étaient des logiciels, on va dire, clients lourds. Qui s'installait sur les postes directement sur du web. Donc j'ai migré. C'était en quelle année ça ? Ça c'était en 2009. Ah, c'est tôt, hein, 2009. Je trouve. Hein. Ouais, c'était un peu tôt. Ouais, c'était après. C'était pas. Tout n'était pas au point. Il y en avait pas tous les outils pour. Mais c'était l'avenir. Je me suis dit c'est l'avenir. Tout ce qui était logiciel sur Internet. Donc j'ai basculé à ce moment-là. Et du coup, je suis toujours aujourd'hui dans cette entreprise, un peu comme toi. Je travaille toujours et j'ai monté le projet Beekeeper en parallèle. Synthétiquement mon parcours. À partir de quand tu as commencé le projet Beekeeper ? Alors, Beekeeper, il y a une histoire là derrière en fait. J'ai eu la chance de partir en 2016 sur l'île de la Réunion, donc ça date un petit peu quand même. Je suis allé sur le marché de Saint-Paul. Je sais pas si tu connais la ville de Réunion. Le marché de Saint-Paul, c'est une ville qui est au bord de mer, où il y a un marché exceptionnel. Et je me suis retrouvé devant le stand d'un apiculteur qui avait des miels complètement différents de ce que je connaissais habituellement. Il y avait du miel de litchi, de baie rose, d'eucalyptus, de cannelle. Et il m'a fait goûter ces miels. C'était assez innovant pour moi et c'était assez exceptionnel. Je trouvais ça magnifique. Moi qui ai toujours vécu en Provence, où on trouve plutôt du miel de thym, de romarin, de garrigue, de lavande. Donc ça a titillé ma curiosité. Et suite à ce voyage, donc je me suis intéressé au marché du miel et tout naturellement à l'apiculture. Alors ma première idée, c'était de créer une plateforme pour dire je vais mettre en relation les consommateurs avec du miel et des apiculteurs qui pourraient se trouver dans le monde entier. C'était un petit peu utopique parce que c'est assez complexe à mettre en œuvre, notamment au niveau de la logistique. Mais surtout, ça avait une dimension un peu non écologique, je me suis dit. Donc je me suis mis un frein là-dessus parce que je me suis dit il y avait des difficultés de réalisation du projet, mais il y avait surtout une dimension écologique qui me plaisait moins, même si je trouvais sympa de pouvoir goûter des miels différents. Donc j'ai avancé un peu dans la réflexion, je me suis pas mal documenté sur l'apiculture. Et en fait, en me documentant sur l'apiculture, je me suis rendu compte de tous les problèmes que rencontraient nos apiculteurs en France, notamment à travers le varroa, le frelon asiatique, les problèmes de changement climatique.
Et ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour les aider, parce qu'il y a moi qui suis plutôt dans le côté informatique et digital, je pense qu'il y a des choses à faire pour les aider là-dessus. Voilà, donc il y avait ce côté environnemental qui me gênait, donc je me suis recentré sur la France pour mon projet. Et du coup, c'est quelque chose qui date de 2016, mais qui a mûri au fil des années dans la réflexion et où je me suis documenté, etc. En marge de mon travail, en marge de plein de choses. Mais du coup, on a décidé il y a à peu près 2 ans avec mon associé Philippe, j'en parlerai après, de créer cette plateforme 100% française, dédiée aux apiculteurs 100% français, en direct pour les Français, pour le public français, les consommateurs français. Beekeeper, c'est quoi? Beekeeper, c'est une plateforme en fait digitale sur Internet qui permet de mettre en relation les apiculteurs et les consommateurs. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir un espace dédié aux apiculteurs pour qu'ils puissent mettre leurs produits, présenter leur métier. Donc il y a une page qui est dédiée à chaque apiculteur, présenter un petit peu leur histoire, d'où ils viennent, pourquoi ils font ça, parce qu'il y a plein de gens qui ont migré vers ce métier, mais par passion, alors qu'ils faisaient totalement autre chose avant. Il y a des gens, c'est de génération en génération. Voilà, c'est un peu tout le monde. Il y a à peu près 70 000 apiculteurs en France. Donc il y a pas mal d'histoires à raconter. Donc l'idée, c'était vraiment de créer une plateforme digitale pour mettre en relation les apiculteurs, pour leur dédier un espace de vente avec les consommateurs. On parle bien aussi apiculteur professionnel et amateur. À partir du moment où j'ai un numéro de TVA, je peux... Tout à fait. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même de vendre. Il faut être professionnel, évidemment, enfin professionnel. Au moins avoir un numéro de SIRET pour pouvoir vendre sur notre plateforme, pour des questions légales, évidemment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Très bien. Et donc chaque apiculteur a sa page. Et mettons que moi je veuille acheter du miel, donc comment est-ce que j'arrive à trouver un apiculteur? C'est à travers une carte? Ça se passe comment la navigation? On dit, moi j'aime bien le miel de lavande. Typiquement, je vais chercher un apiculteur dans le sud qui propose du miel de lavande. Et après, comment je le contacte? Alors non, pas du tout. En fait, quand on arrive sur beekeeper.fr, donc c'est beekiper.fr, on arrive sur une première page où on explique un petit peu le concept. Parce que le concept, il a une dimension aussi un peu éco-responsable pour l'acheteur, pour le consommateur, où nous lui garantissons aussi d'acheter du miel français et 100% du producteur. Donc on explique un petit peu le concept sur la première page, et il y a un menu où on peut aller directement soit voir les différents miels. Bah, si tu veux, j'ai vu qu'il y a une partie partage d'écran. Si à un moment, si tu veux partager, ou comme c'est pas encore officiellement lancé, comme tu veux. Hein. Non, tu peux sinon on peut continuer d'expliquer. Hein, mais si tu veux. J'aimerais bien expliquer. Oui. J'aimerais bien expliquer en fait. Ouais, alors les gens, j'aime bien que les gens découvrent un petit peu aussi. Alors on a essayé de faire quelque chose d'assez sympathique, d'assez simple. En fait, c'est vraiment la version 1 de notre logiciel, notre plateforme. Donc, toute idée sera bonne à prendre si il y aura sûrement des évolutions. Mais dans le concept, pour l'instant, dans la première page, on explique le concept. Ensuite, on peut aller se balader. On a une page dédiée au miel. Donc, on va aller voir tous les miels. On peut faire des critères par région, par type de miel, par goût, par préférence. Et après, on a notre point de menu qui sont les autres trésors, parce qu'il n'y a pas que du miel, il y a du pollen, de la propolis et d'autres choses qui arriveront. La cire aussi. La cire, il y a des gens qui font des bougies, il y a des gens qui vendent de la cire, la propolis. Voilà, donc il y a de la gelée royale, mais bon, il y a différents produits qu'on proposera sur le site. Et ensuite, il y a un espace apiculteur où on peut voir les apiculteurs, les retrouver par région. Pour l'instant, on n'a pas de carte encore, donc ça, c'est quelque chose qui viendra plus tard. Donc, on peut rechercher un apiculteur. L'avantage qu'il y a, c'est que on va pouvoir aussi, je sais pas, moi, ça m'est déjà arrivé de voyager en France, d'acheter du miel d'un apiculteur
Et puis après, malheureusement, j'ai recyclé, j'ai mis le recyclage de pot de miel. Et j'ai plus l'adresse, j'ai plus l'apiculteur. Là, je pense qu'on pourra retrouver l'apiculteur qu'on a acheté. On est allé en vacances en Savoie ou en Bretagne ou dans le Sud-Ouest. On pourra retrouver l'apiculteur et lui acheter son miel directement, parce que ces personnes-là, elles ont du mal à vendre. Elles ont un manque de visibilité phénoménal, parce que créer un site internet, faire apiculteur et créer un site internet pour vendre son miel, ça, on va dire que ça marche pas. Ouais, Parce que les gens n'ont pas de visibilité. S'ils tombent pas sur la première page de Google, on les voit pas. C'est assez compliqué, quoi. Donc après, il faut se rappeler du nom de la personne, etc. Donc l'idée, nous, c'est de centraliser, d'avoir un maximum d'apiculteurs pour pouvoir vendre leur miel en direct aux consommateurs. Donc c'est eux qui vont expédier. C'est les apiculteurs qui font expédier, mais pour ça, on va les aider dans la partie logistique. Parce qu'on a prévu de faire des cartons au format des pots de 500 grammes qu'on retrouve la plupart du temps, avec en double cannelure, avec des protections en mousse qu'on va leur fournir pour garantir l'expédition, en fait. Parce que le principal problème qu'on a rencontré en discutant avec eux, c'est oui, mais alors moi, je vais perdre du temps à l'expédier, à l'emballer, etc. Donc, là, on veut être un peu novateur, c'est sur cette partie expédition, notamment à travers en leur fournissant des cartons d'expédition qui soient prédéfinis pour l'expédition de miel, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, et aussi pour les étiquettes, les étiquettes d'envoi aussi. Alors, dans l'accord qu'on passe ensemble, ils ont un kit de démarrage. Dans ce kit de démarrage, ils ont donc 5 cartons d'expédition. Ils ont un scotch, un dévidoir de scotch, des étiquettes d'expédition qu'on met, qui sont du format A4 coupé en deux, autocollants, pour pouvoir mettre sur les colis. Donc perdre le moins de temps possible à expédier la marchandise. Tout est prévu pour simplifier l'expédition et pour qu'ils perdent le moins de temps possible, parce que pour eux, en pleine saison, c'est un peu compliqué d'expédier le miel sans perdre de temps. Donc on a dit on va optimiser cette partie-là, et on a un partenaire avec qui on travaille pour l'instant. On n'a qu'un seul partenaire qui est Mondial Relais. Donc l'idée aussi, c'est d'avoir une démarche un peu plus responsable, de se dire eux déposeront les cartons dans un Mondial Relais, et le consommateur viendra chercher son carton dans un Mondial Relais aussi. Ça me fait penser carrément à Vinted. Mais je verrais plus là-dessus la partie expédition. Quand tu commandes, tu as ton libellé, tu imprimes, tu poses dessus. C'est ça. Je connais pas mal de personnes qui utilisent Vinted, et c'est cette facilité de dire ton expérience d'achat n'est pas freinée par les colis ou autre. Et le fait de fournir les colis aussi, c'est pas mal du tout, parce que c'est sûr que c'est pas un vêtement, donc c'est quand même fragile, c'est quand même du miel, c'est un produit noble. Ok, ça évite le maximum de friction. La partie, tu sais, étiquette, où vraiment tu as l'adresse qui est déjà renseignée, parce que j'ai déjà envoyé les pots de miel aussi, et c'est vrai que ça m'énerve d'écrire les adresses, etc. C'est vrai que trouver un carton, c'est une friction. Renseigner l'adresse, ça aussi. Il faut pas faire d'erreur, c'est compliqué. Aller à la poste, prendre le bon grammage, etc. Alors là, c'est bien, si c'est défini, au moins tu sais le poids du pot, du miel et du carton. Donc c'est déjà prédéfini. Donc pour l'instant, on a fait des pots de 500 grammes. On a fait un carton avec 6 emplacements de pots de 500 grammes. Lorsque l'apiculteur va recevoir la commande par mail, il va recevoir aussi un deuxième mail avec l'étiquette, ce qu'il n'aura plus qu'à imprimer sur ces étiquettes qui seront fournies. Et du coup, il va préparer son colis, il va coller l'étiquette, il va le porter chez son Mondial Relais plus près, ou quand il fait ses courses. Alors, on a aussi évité la contrainte de dire oui, j'ai une commande, il faut que j'expédie tout de suite, parce que c'est des gens qui sont à l'extérieur, qui travaillent du matin jusqu'au soir. En pleine saison, c'est compliqué, donc on leur laisse 7 jours, et on prévient le consommateur. On leur laisse 7 jours pour expédier le colis. Voilà. De manière, s'ils ont plusieurs commandes, ils peuvent les grouper, ils l'amènent quand ils vont faire leurs courses, ils l'amènent au relais colis Mondial Relais plus proche. Du coup, ça évite des contraintes aussi. On évite un petit peu les frictions et les contraintes qu'ils peuvent rencontrer. Alors aussi, Mondial Relais, je me dis, en tant que consommateur, je peux chercher un peu le pot de miel quand je veux. J'ai pas besoin d'être bloqué chez moi. Ça, c'est vraiment facilitant. Ok. Voilà. Donc, on a voulu faciliter le parcours d'achat.
pour le consommateur et pour l'apiculteur, lui, que ce soit plus simple pour lui, pour qu'il se pose moins de questions et qu'il se concentre sur son métier. Et si on parle plus de toi, pour ton expérience de l'abeille, enfin, je veux dire, quand est-ce que l'abeille, tu as commencé à la connaître? Tu as parlé de la Réunion et de l'apiculteur que tu avais rencontré au marché, mais est-ce qu'auparavant, tu avais un peu un oncle ou une tante qui pratiquait l'apiculture? Est-ce que ça peut remonter antérieurement ou non? Pas du tout. Par contre, j'ai toujours mangé du miel depuis que je suis petit. Mes parents m'ont toujours donné cette vision-là. Ça a toujours fait partie entre guillemets de ma culture. J'ai pas d'apiculteur autour de moi. J'ai jamais eu d'apiculteur, mais par contre, j'ai toujours quasiment toujours acheté mon miel chez un apiculteur. En vacances, je faisais des stocks. Je veux dire que je suis un gros consommateur de miel. Et j'ai toujours vécu, depuis que je suis petit, moi, avec le côté apiculture, les miels. Alors, je m'intéressais plutôt aux produits qu'aux apiculteurs. Mais voilà, donc j'ai toujours... je me rappelle, il y a une image qui m'a frappé quand j'étais jeune, très jeune, c'est que mon père avait acheté un miel, je pense, d'acacia, qui était translucide, on aurait dit de l'eau. Et ça m'avait marqué, en fait. Ça m'avait marqué quand j'étais jeune. Et j'ai cet attachement aux produits, et encore plus maintenant en sachant un petit peu tous les problèmes qu'ils rencontrent, en sachant qu'il y avait beaucoup moins de problèmes quand j'étais jeune. Moi, il y avait beaucoup moins de problèmes. Les ruches produisaient beaucoup plus. Mais voilà, il y a différents facteurs, et en plus, avec ce qui se passe ces derniers temps, j'ai vraiment une reconnaissance envers ces personnes-là, qui sont vraiment dédiés au vivant et à la biodiversité. Je trouve que ce sont vraiment des gens fantastiques qui sont des gardiens de la biodiversité, qui méritent aussi une mise en avant, qui sont un peu trop oubliés, je pense. Voilà. Donc, j'ai un attachement maintenant avec l'apiculture qui est beaucoup plus fort qu'avant, mais j'ai pas vraiment eu dans mon entourage d'expérience avec un apiculteur ou autre, mais c'est venu plus maintenant, je veux dire, avec ce projet-là et cette dimension-là, et j'en suis très content. Donc là, t'as pas de ruche? Alors, j'ai pas de ruche. T'as pas de ruche et... Non, je me suis toujours dit qu'à la retraite, je pense que je m'y mettrai. Donc, je suis pas mal renseigné, hein, j'ai pas de ruche. Alors, j'ai une maison, alors je suis près de la route. Moi, je fais un peu attention à ça. Il faut quand même un environnement assez favorable, ou alors un terrain assez favorable. J'ai un manque de temps aussi. Donc, c'est difficile quand il faut apiculteur. Il faut quand même s'occuper de ses ruches. Il faut pas acheter 2-3 ruches comme ça pour se dire, je vais faire du miel. C'est un peu compliqué. Il faut avoir un peu de temps devant soi, je pense, quand même. Du temps pour s'en occuper, du temps pour apprendre. Parce qu'on ne doit pas apprendre ça c'est assez technique, hein. On pensait que c'était assez simple. Je pensais que c'était plus simple que ça. Et puis, en creusant un peu, je me suis dit, mais c'est quand même très technique. Je pense qu'on le pensait tous. On pensait tous que fallait... tu avais une ruche, tu mettais des abeilles dedans, tu mettais ça au fond de ton jardin. À certains moments, tu mettais un étage supplémentaire et après, tu récoltais le miel et après, c'est bon. Après, elle gérait tout seul. On avait tous cette vision-là, je pense, au début. Mais oui, c'est un peu technique. Ouais. Voilà, je sais pas, toi, quand est-ce que tu as pensé aussi, quand est-ce que tu es mis, mais... vraiment en 2018. Mais je connaissais... dans si on prend toute l'histoire, c'était... Avec ma femme, on travaillait dans une ONG française. On travaillait en Asie du Sud-Est. L'ONG s'appelle Enfants du Mékong. Et on a travaillé là-bas. Et j'avais rencontré un apiculteur du Pakistan. Au hasard, dans un bus, on a parlé en anglais. Et il me parlait d'apiculture. Et il dit, oui, on n'a pas besoin de s'en occuper tout le temps. Et je fais, ah bon? Je trouvais ça... J'ai du mal à me dire, attends, il est là, ce garçon. Il y a des ruches au Pakistan. Il y en avait, je pense, une centaine de ruches. Et il me disait, oh, c'est génial, je peux voyager en même temps et j'ai pas besoin de m'en occuper tout le temps. Donc là, ça a suscité ma curiosité. Et après, c'est un peu plus tard où la mère de ma femme a dit, j'aimerais bien, son petit surnom c'est Abeille en fait. Et en fait, elle dit, j'ai un jardin, j'aimerais beaucoup avoir des abeilles, mais je vais pas m'en occuper. Et donc moi, j'ai pas trop bien, moi j'ai pas de jardin, j'habite à Lyon et j'aimerais beaucoup m'occuper d'abeilles. Et voilà, donc ça a matché et voilà. Donc oui, c'est pour ça que les ruches sont aux côtés de sa voix chez les beaux-parents. Mais avant, je connaissais rien à l'abeille, j'avais pas connu d'apiculteur, jamais ouvert de ruche. C'est ça. Ouais, je pense que c'est prenant comme métier et c'est beaucoup plus technique que ce qu'on pense. C'est très intéressant en fait.
Très, très Après, intéressant. prenons, tu peux en hiver, une fois par mois, tu peux y aller une fois par mois au minimum. Ouais, Et en été, c'est 2 fois par mois. Voilà. d'accord. Donc ça peut être, tout dépend après où est-ce qu'elles sont situées, mais ça peut être dans ces eaux-là. Ouais, mais il y a quand même pas mal de problématiques liées au frelon asiatique, au varroa. Donc, Ouais. il y en a qui pèsent leur ruche carrément. Il y a des systèmes, même à distance maintenant, on peut surveiller ces ruches pour voir si ça baisse, le poids baisse, ou si, Ouais. voilà, s'il y a des problèmes. Voilà. Donc, J'ai jamais bien compris la logique dans ça. Autant la vente de miel, je comprends, c'est un problème vraiment pour les apiculteurs, autant le suivi à distance de ces ruches avec le poids, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, j'aurais pas envie de regarder tout le temps mon téléphone en disant ah là, il y a plus de poids. Ça serait plus une source d'inquiétude pour moi. Alors que là, je me dis ah qu'elles oui, sont à distance, je téléphone jamais à ma belle-mère pour me dire alors aujourd'hui c'était comment. Non, j'y vais et c'est tout. Et je me dis par rapport, je sais les actions clés à faire au fur et à mesure de l'année et surveiller tout le temps le poids, je sais pas. Ah, je suis assez sceptique dessus. Je dis pas que ouais. c'est inintéressant, mais vraiment typiquement par rapport à la vente de miel, pour moi c'est vraiment le. Il y a tellement d'apiculteurs que je connais qui disent mais moi j'ai pas de problème dans mon métier. Et à pratiquer, il n'y a aucun problème. Ils arrivent à gérer varroa, etc. Mais la vente, trouver des canaux de vente et y arriver à vendre, ils se disent bon bah on va mettre soit l'apiculteur, soit sa femme ou un autre membre de la famille va vendre sur le marché, mais c'est pas, ça prend du temps sur le marché. Alors, Enfin, j'en vois souvent et là, c'est assez difficile. alors nous, on s'y est intéressé. Alors, il y a des chiffres comme ça qui parlent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la vente sur Internet de miel, du chiffre d'affaires par rapport à la globalité du miel, c'est même pas 2%. Non, c'est vrai. Ah, c'est génial comme ça. Même- c'est même pas 2%. Mm. Donc, c'est infime par rapport à ce qui se passe. Alors, je crois que même c'est 1,2%. Donc, c'est infime par rapport aux différents canaux de vente. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils vendent sur les marchés, voilà, ils vendent soit en gros, alors ça, c'est les conditionneurs, soit ils vendent aux petits épiceries du coin, soit ils vendent dans des réseaux. Maintenant, ceux qui font du bio, ils arrivent à vendre un petit peu dans des réseaux de magasins biologiques. Oui. Mais la vente sur Internet est très peu exploitée, alors que dans le monde global, les ventes sur les plateformes Internet représentent 80% du chiffre d'affaires. Et en Les point de ventes vue de par la marge, Internet, je trouve ça peut être plus intéressant parce que, attends, si on apprend, alors, t'as marché, alors c'est soit vente directe, soit t'as le marché, donc tu payes ta place au marché, mais là tu peux oui, vendre à un prix à peu près normal, soit tu prends, oui. soit t'as les grandes centrales d'achat, mais là je sais pas quoi on vend ça à 50, il y a un volume, c'est sûr, mais par contre on vend à, je sais pas combien ils vendent. On vend beaucoup moins cher le Ouais. miel. Ta centrale d'achat et après Ça, tu as les petites boutiques, typiquement Rémi qui était passé sur le podcast, Rémi Glaise, lui il vendait oui, marché et également dans ses boutiques. Et après il y a voilà, c'est Internet, et ça. Internet au point de vue de la marge, déjà tu as accès à beaucoup plus de personnes, le marché est énorme. Et C'est point de vue des l'avantage. frais, ouais. Voilà, c'est l'avantage de ce canal et Mm, nous, l'idée c'était vraiment de proposer plus de valeur à leurs mm, produits et de vendre au bon prix sur Internet. mm. Même si nous, on a une commission et on a des frais fixes, c'est quand même beaucoup plus intéressant de vendre sur Internet en direct aux consommateurs, même pour eux, quoi. Donc, et l'autre avantage, c'est que un jour tu fais un marché, mais il pleut, tu n'as pas de clients, tu t'es levé pour rien, tu n'as pas vendu, c'est compliqué, Ouais. tu es dépendant du temps. Mm. Il y en a qui n'aiment pas forcément la vente, voilà, qui sont pas forcément commerçants, ils sont obligés de faire un peu comme ça. Mais la vente, c'est un vrai sujet pour eux. Et en fait, pour moi, il y a un manque dans le digital qui va arriver, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre. On préférerait que ce soit nous. Mais voilà, donc il y a vraiment quelque chose à faire Mm. pour les aider, notamment en plus, et de travailler avec eux en direct. C'est eux qui fixent leur prix. Nous, on les aide juste à expédier. Mm. On est juste un facilitateur entre le consommateur qui cherche aussi à acheter du miel avec une garantie du miel 100% français et 100% devenu d'un producteur, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des études européennes là, qui ont montré qu'il y a 46% du miel qui est importé, là, qui était frauduleux. Il y a eu des annonces faites comme ça, ce qui rassure pas le consommateur.
c'est sûr. Et nous, on a envie de rassurer le consommateur sur le fait que chez nous, on passe un contrat avec l'apiculteur qui garantit que le miel vient de sa production. Donc voilà, c'est un peu l'idée de garantir au consommateur d'acheter du miel 100% français comme s'il achetait sur le marché, un marché qu'il peut avoir pendant ses vacances ou autre. Donc voilà, donc nous c'est cette envie-là qu'on a de garantir au consommateur du miel 100% français. Et c'est vrai que voilà. Sur le marché, l'apiculteur il a envie de, enfin, il peut pas montrer tout ce qu'il voudrait, contrairement à une page web. Tu peux montrer des photos de tes ruches, tu peux montrer aussi le format de tes ruches, enfin l'expérience digitale. Tu peux partager beaucoup plus d'informations sur une page de vente sur internet. Par contre, ce qui manque, c'est vraiment la relation, ce que des apiculteurs parfois aiment bien, c'est la relation, les contacts qu'ils ont directement avec les personnes. Ça, ils aiment bien. Alors, et c'est vrai que ça peut peut-être manquer. L'idée, ça va être un canal de vente supplémentaire à ce qu'ils font aujourd'hui. Oui. Okay. L'idée, c'est alors je suis allé en Savoie il y a 3 ans. Enfin, j'y vais régulièrement parce que j'ai ma fille qui est à Annecy, mais il y a 3 ans, et je me suis retrouvé sur un marché où l'apiculteur, il n'avait pas vendu sa production de l'année. Il vendait sa production d'il y a presque 2 ans. Oh. J'ai trouvé ça aberrant. Je me suis dit, mais c'est pas possible que des apiculteurs n'arrivent pas à vendre toute leur production. Et c'est le cas. Il y en a pas mal qui ont du stock. Et à cause peut-être des mauvaises habitudes de certains consommateurs aussi, qui achètent à bas prix du miel qui n'est pas toujours du miel. Du coup, le marché du miel s'est un peu effondré. Et alors qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter du miel d'apiculteurs au bon prix. Donc nous, on vient juste faire un complément peut-être de chiffre d'affaires, mais aussi de vente sur le digital. On ne veut pas les priver non plus de faire leur marché, de voir des gens. Souvent, ils vont à la rencontre des consommateurs, donc forcément, on ne va pas couper ce lien-là. Nous, c'est pour faire un revenu complémentaire. Et surtout, pouvoir écouler leur vente et avoir un peu plus de visibilité en se disant, bah oui, je vais vendre ma production, quoi. Ouais. Et c'est aberrant de se dire qu'en France, on produit aux alentours de 30 000 tonnes de miel par an. La France, on en consomme 50 000 et pourtant, la production, on n'arrive pas à écouler cette production. Donc, ce n'est pas simplement 20 000 tonnes qui sont importées, c'est beaucoup plus parce que la production nationale n'est pas vendue, comme tu le disais pour l'apiculteur à Annecy. Ouais. Alors, il n'y a pas que l'apiculteur à Annecy. Maintenant, on a vu des conditionneurs là, qui sont allés à Paris récemment, qui n'arrivaient pas à vendre parce qu'ils ne trouvaient pas aussi d'acheteurs. C'est des conditionneurs. Enfin, ils ont des grosses productions de miel. Ils ont plusieurs tonnes de miel qui leur restent sur les bras et ils n'ont pas pu le vendre, ou alors ils l'ont vendu là à un prix qui était bradé. Que le circuit de distribution aussi ne joue pas le rôle d'acheter leur miel à un bon prix. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour les aider. Et vendre, parce que je pense qu'il y a aussi une population qui recherche d'acheter du vrai miel et du bon miel de producteurs, parce qu'on a la chance d'avoir ça sur notre territoire. Il ne faut surtout pas que des apiculteurs arrêtent leur activité ou à cause de ces ventes qui ne se font pas, ne se font pas, quoi. Donc il faut absolument maintenir un écosystème et maintenir le nombre d'apiculteurs qu'il y a en France, parce que ça va poser des problèmes par la suite. Donc, voilà. Donc il y a aussi la biodiversité qui est en jeu. C'est une dimension qu'on a aussi intégrée. Et je trouve que c'est une dimension qui est très très importante dans ce projet-là. Et tu parlais tout à l'heure des frais. Parce que, désolé, je prends comme référence Vinted, même si j'achète rien chez eux, mais il y a un système de frais où tu sais, tu as le prix de vente et après tu as la petite marge. Est-ce que c'est des frais fixes ou variables? Est-ce que c'est moi j'ai ma page et à l'année je paye tant, ou est-ce que c'est pour chaque vente que je fais, Beekeeper prend une marge dessus sur cette vente? Ouais, c'est un peu le même système pour toutes les plateformes. C'est pas vrai. À partir du moment où je vends, moi je me dis ça me dérange. Enfin, je préfère payer pour quelque chose où je suis sûr que je vends plutôt que de me dire je paye des frais fixes et je sais pas du tout si ça va fonctionner. Là, l'intérêt de la plateforme, c'est de se dire c'est que vous gagnez en visibilité, parce que nous, on vit que si vous vendez. Si vous vendez pas, on ne vit pas, quoi.
On ne vit pas, tout à fait. Donc l'idée, c'est de prendre 15% hors taxe d'une vente. Ok. À chaque vente, on va prendre 15% hors taxe, plus 1,50 € hors taxe fixe. Ok. Donc en fait, il y a deux mécanismes. Alors pourquoi c'est 1,50 €? Parce qu'avant, souvent, les plateformes, aujourd'hui, comment elles ont deux modes de rémunération. C'est la commission, comme nous, et eux, ils font payer un abonnement. Nous, avec les apiculteurs, on a une problématique, c'est la saisonnalité. Et la saisonnalité, le problème, c'est que je peux avoir du miel aujourd'hui, je vais peut-être le vendre en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, mais après, j'en aurai peut-être plus. Et je veux pas continuer à payer un abonnement si j'ai plus de vente. Donc, l'idée, c'était plutôt de déplacer ce montant d'abonnement dans un montant fixe pour chaque vente. Pour que ce soit transparent pour eux et que les mois où ils vendent rien, ils sortent pas de la plateforme, ils restent chez nous, mais ils ont peut-être plus de miel, ils ont quand même une visibilité, ça sera l'année prochaine, ils pourront en revendre, quoi. Donc voilà, il y a 15%, on a discuté un petit peu avec certains apiculteurs, pour eux ça leur paraît tout à fait normal. En plus, les frais de livraison, c'est payé, enfin c'est inclus? Alors, les frais de livraison, ça c'est quelque chose d'important. On tient à ce que le consommateur paye les frais de livraison. On fait pas de gratuité. On veut pas faire de gratuité pour les frais de livraison. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, par exemple, de miel acheté, on pourrait dire au-delà de 60 ou 90 € de miel, on fait les frais de port gratuits. Mais non, parce que quelqu'un va les payer. Donc, c'est pas normal que ce soit l'apiculteur qui les paye. C'est au consommateur de payer et de l'intégrer dans son prix. Par contre, l'apiculteur, lui, va faire le bon prix il va bien valoriser son miel. Donc, le consommateur va payer les frais de port. Et c'est transparent pour nous. On prend aucune commission sur les frais de port. Donc, ça va être transparent. Les frais de port sont transparents pour le consommateur et pour l'apiculteur qui, lui, ne s'en préoccupe pas, quoi. Donc, voilà. Ok. Ça, c'est une chose aussi importante qu'on a voulu mettre en avant. Et qu'on explique même au consommateur quand il va faire son achat. Il y a un petit encart là-dessus dans son panier quand il va valider son panier, avant de valider son panier, qui explique pourquoi justement les frais de livraison ne sont pas gratuits. Parce qu'on a cette dimension-là où nous on prend rien dessus, où l'apiculteur ne peut pas faire de la gratuité sur des frais de port parce qu'il perd de sa marge aussi. Donc il faut bien rémunérer. Pour bien rémunérer les apiculteurs, il faut surtout pas qu'ils puissent faire de la gratuité sur des frais de port. D'accord. Maintenant, on paye des frais de port. Tout le monde paye des frais de port. Donc, et de plus en plus, même les grosses plateformes, maintenant, avant, c'était intégré. Et petit à petit, ils sont obligés de revenir à la réalité. Après le Covid, il y a eu aussi des augmentations de tarifs. Il y a eu, donc à un moment donné, comme les gens ne maîtrisent pas, les sociétés ne maîtrisent pas ces frais de port-là, qui varient, qui fluctuent, on est obligé de les faire payer au consommateur à un moment donné. Mais le consommateur s'y retrouve parce que s'il achète chez nous au prix que vend l'apiculteur, ça sera toujours moins cher que s'il allait acheter dans un magasin, un supermarché, et avec la garantie d'acheter du miel 100% français et de qualité, quoi, 100% naturel. D'accord. Et tu as parlé tout à l'heure de ton associé qui s'appelle Philippe. Quel est son rôle dans le projet et à quel moment il est venu? Alors, on va dire que Philippe, je le connais depuis plus de 30 ans parce que c'est le cousin de ma femme. Okay. Alors on s'est toujours rencontrés de temps en temps, on a échangé, on est toujours un feeling entre nous. Et il s'est retrouvé que je lui ai proposé de rentrer dans ce projet-là parce que lui, il a eu des entreprises, il est la fibre entrepreneuriale, lui, hein. Il a fait la couverture d'entreprendre, il a monté des sociétés. Donc là, il est sur Aix-en-Provence, il a une petite société et il avait envie de faire autre chose et de m'accompagner. Donc on s'est rejoint là-dessus. L'avantage, c'est qu'on a le même âge tous les deux, on est très complémentaires. Lui, il a vraiment le côté pragmatique d'entrepreneur. Moi, j'ai un peu plus ce côté rêveur, mais tous les deux, on se complète parfaitement. On a la même vision des choses, on a des idées similaires, voire différentes qui se complètent. Voilà, donc on est vraiment ensemble à 200% sur ce projet-là. Et le fait d'être à deux aussi, ça permet d'échanger, c'est plus facile que d'être seul.
Et on a une confiance l'un envers l'autre mutuelle. Donc franchement, c'est que du bonheur d'être avec lui et d'être ensemble, quoi. Ok. Donc voilà. Donc il m'a rejoint un peu plus il y a 3 ans maintenant. Il y a 3 ans, d'accord. Merci pour l'explication. Et maintenant, dans les étapes de Beekeeper, Oui. de sa création donc tu disais plutôt 2016, c'est ça? Alors la création, non, en fait, la société, on l'a créée l'année dernière. L'année dernière, ok. 2016, c'était l'idée, ça a mûri, ça a changé, voilà, ça a évolué. Mais voilà, la société, on l'a créée l'année dernière. Philippe m'a rejoint il y a à peu près 3 ans sur le projet, mais bon, le temps que ça se construise, parce que monter une plateforme, c'est pas comme monter un site e-commerce, il faut que c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Il y a plus de contraintes, ça coûte plus cher. Voilà, donc c'est pas un site e-commerce classique, une plateforme, c'est un peu plus complexe pour les gens qui font de l'informatique. Voilà, ils peuvent savoir peut-être ce que c'est. Et encore, il n'y a pas beaucoup de monde qui est sur ce marché-là. Voilà, donc après ça demande des compétences, il a fallu un peu se former, apprendre, etc. Donc, mais on y est arrivé. Tu as les deux bouts de chaîne en fait. Ton but c'est d'être dans les deux bouts de chaîne, c'est d'attirer des apiculteurs et en même temps de trouver que les consommateurs viennent sur le site. Mais aussi il y a de dire c'est les apiculteurs, ils disent moi ça m'intéresse pas s'il n'y a pas de consommateurs, et consommateurs ça m'intéresse pas s'il n'y a pas d'apiculteurs. Donc c'est aussi... C'est une double casquette, il faut faire matcher, nous on est entre les deux, justement, où on doit faire venir les apiculteurs dans un premier temps pour qu'on remplisse le site, et dans un deuxième temps, on le fait en parallèle là, en ce moment, on s'occupe justement de promouvoir Beekeeper à travers on est en train de créer tout ce qui est réseaux sociaux, etc., pour pouvoir justement avoir une meilleure visibilité et pouvoir attirer des gens qui seront concernés par cette dimension-là, d'acheter des produits naturels sains, et d'aider aussi un peu le côté des apiculteurs, c'est faire des achats, on va dire, éco-responsables. Donc voilà, c'est intéressant pour nous, et c'est vrai que c'est très 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 intéressant. On s'ennuie pas, quoi. Oui, c'est vrai que le fait de se faire connaître. Moi, je te parlais de Sophie qui a la plateforme du miel. Elle, sa stratégie, c'est vraiment c'est avec les articles. Elle écrit beaucoup d'articles, beaucoup de référencement naturel qu'on appelle SEO. Je ne pense pas qu'elle fasse de la pub, mais elle, vraiment, c'est sa stratégie, c'est faire connaître la plateforme du miel par le SEO. Réseaux sociaux, on en parle un peu. Après, je ne suis pas très réseaux sociaux, donc... Mais oui, c'est un grand défi. Ok. Là, il y a les médias. Oui. Pardon, vas-y, excuse-moi. Non, il y a différents médias. Hein. Il y a les journaux qui s'intéressent. Il y a le côté aussi là régional. Là, on est en discussion un petit peu avec des magazines pour justement faire parler de nous au niveau de la région. Voilà. Après ça, j'espère que ça prendra une dimension plus nationale. Et que voilà. Après, il y a des magazines. Ça intéresse pas mal de monde, le milieu apicole. Hein. Quand on touche ça de loin, on va dire, mais tout le monde sait qu'il y a quand même des problèmes autour de l'abeille, et de valoriser les apiculteurs, c'est quand même une dimension qui a du sens et qui intéresse pas mal de gens. Donc, quelle est la prochaine étape pour Beekeeper? Pour l'instant, le site, il est en cours de construction. Oui, il est en construction. Il est construit. On est en cours de recrutement d'apiculteurs. On est en train de remplir le site. On va dire que le lancement va arriver normalement en juin, le mois prochain, juin 2024, courant du mois. Au pire, ça sera juillet, mais voilà. Donc là, c'est vraiment un démarrage. C'est beau moment clé, c'est à ce moment-là où j'ai extrait mon miel, et typiquement en juillet et en août, et après je me dis c'est bon, j'en ai plein, comment je le vends? C'est ça, c'est ça. Donc voilà, les apiculteurs qui nous ont fait confiance déjà. Et en fait, on s'aperçoit ils ont besoin de nous comme on a besoin d'eux. Donc, on espère juste que le consommateur en face sera présent pour acheter du miel de qualité. Ok, donc courant juin, ok. Très bien. Après, on a d'autres projets pour compléter. Je sais pas si tu voulais parler de ça, pour compléter un petit peu vas-y. L'avenir. Un petit peu, je sais pas. Oui, si, bien sûr. Alors l'avenir, c'était d'étendre un petit peu peut-être la plateforme aux produits annexes de la ruche, parce qu'il y a des gens qui font pas que du miel,
Il y a des gens qui font, je sais pas, il y a tout un écosystème. Hein. Il y a des gens qui font du service comme toi qui vendent des sessions. Il y a des livres. Il y a de la confiserie. Il y a de la cosmétique. Après, l'idée, c'est vraiment de faire rentrer des gens sérieux qui travaillent autour du miel et de l'apiculture, quoi. Qui font pas n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est de devenir peut-être la plateforme de vente incontournable de l'apiculture. Voilà, c'est un peu l'idée. Tout ce qui est vente en ligne pour l'apiculture, on aimerait le mettre en place sur notre plateforme. Donc ça, c'est un peu le futur. Pour l'instant, on se concentre autour du miel, qui est le produit phare de l'apiculture. Mais voilà, après, tout ce qui gravite autour, veut dire, dans la mesure où ça sera des choses qui seront faites de façon responsable, seront les bienvenues. D'accord. Tu as le site l'Abeille de France, enfin le site, la revue l'Abeille de France qui peut être pas mal en termes pour présenter la plateforme. Je pense qu'ils sont toujours friands de Abeille et Fleurs. Pardon ? Non, Abeille de France. L'ABF, oui, l'Abeille de France. Non, je n'ai pas à côté de moi. C'est un mensuel. L'Abeille de France qui avant était l'apiculteur, enfin c'était une fusion après de deux revues qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années. T'as Abeille et Fleurs, mais l'Abeille de France, c'est vraiment pour moi la revue la plus populaire pour les apiculteurs, surtout beaucoup amateurs, voire professionnels. Là, c'est plus dédié à la partie maladie et gestion de la santé de l'abeille, et t'as réussir à l'apiculture, où là, qui est plus dédié aux professionnels. D'accord. Voilà. Mais l'Abeille de France, souvent, tu as des articles qui présentent des projets qui tournent autour des projets de recherche sur l'abeille ou de promotion. Donc, là, à mon avis, n'hésite pas à les contacter. Hein. J'ai pas de contact personnellement chez eux. J'aimerais bien les interviewer, mais je ne l'ai pas encore fait. Non. Mais Abeille de France, ouais, ça peut. Tu auras plein de visibilité comme ça. Pardon ? Je suis abonné à Abeille et Fleurs de l'UNAF. Ok. Où il y a des articles aussi des fois. Et eux, tu as déjà essayé de contacter ? Abeille et Fleurs. Alors j'ai contacté, non, je voulais juste, on va peut-être les contacter là pour faire de la publicité pour du recrutement d'apiculteurs. Parce qu'il y a quand même, c'est une revue qui est éditée à peu près 16 000 exemplaires, je crois. Oui, j'ai vu ça, tiré à 16 000 exemplaires. Et je regarde le tirage pour l'Abeille de France. Donc c'est quand même, ça touche pas mal d'apiculteurs et c'est assez bien diffusé, donc voilà, ça pourra toucher des apiculteurs pour pouvoir les recruter, pour nous faire connaître. Et, ça c'est le côté apiculteur, et après il y aura le côté consommateur qu'il faut qu'on mette en œuvre, quoi. D'accord. Mais oui, il y a des choses à faire au niveau des médias et des revues spécialisées. Oui. Mais je connaissais pas. Merci pour l'information. Je connaissais pas. Si j'ai des contacts là-bas, je te dirai, mais je les ai contactés via leur formulaire. Je les avais contactés et pour savoir si c'était possible de les interviewer. Il y a notamment Franck Aletru qui voit souvent des politiques, des ministres également, pour faire valoir justement les revendications des apiculteurs, qui écrit souvent dans l'Abeille de France. Tu as Jean Riandet également qui écrit dans l'Abeille de France, qui est un très grand écrivain en apiculture, qui a écrit 6 livres dessus. Tu as vraiment beaucoup de personnes qui écrivent, et je trouve qu'elle est bien, elle est bien connue, et pour moi je la lis chaque mois. Voilà, je crois que j'ai une ou deux revues de retard, mais mais oui, à voir si si tu veux dire voilà la plateforme, voilà aussi comment ça fonctionne, et de dire ça pourra vraiment vous aider. Peut-être que tu pourras vraiment gagner en visibilité aussi bien auprès des consommateurs que des apiculteurs. Pourquoi pas. Et comme autre projet, qu'est-ce que tu aurais comme idée? Ou dans les évolutions de Beekeeper, comment tu vois? L'étape 1, c'était l'axe 1, c'était d'élargir en fait la gamme de produits, c'est ce que je te disais précédemment. 2, c'est comme ça va marcher, c'est peut-être de reproduire ce modèle, mais dans des pays différents. En fait,
l'idée que j'avais au départ de vendre du miel dans le monde entier, c'était une bonne idée, mais c'était une aberration écologique. Par contre, de vendre du miel dans son propre pays avec ses propres apiculteurs, ça a plus de sens. Parce que ça aide la filière, ça permet aux apiculteurs d'avoir un revenu supplémentaire. Et après, ça reste une dimension nationale. Donc je me disais, dupliquer ce modèle-là, parce qu'en fait, on est assez innovant. J'ai cherché un, mais je pense qu'on est les seuls et les premiers à faire ça. Je n'ai jamais entendu parler. Donc, voilà. je corrobore ce que tu dis. On a de la chance, on a des idées, donc autant les faire avancer. Donc on s'est dit, pourquoi pas, si ça marche, dupliquer ce modèle-là, parce que c'est que de la traduction. Après, c'est trouver un autre transporteur, etc., peut-être pour chaque pays, mais travailler peut-être sur des pays limitrophes comme l'Allemagne, qui sont un gros consommateur de miel aussi, consomment plus de miel que nous par habitant. Voilà, l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a peut-être l'Italie, voilà, il y a des pays comme ça qui sont assez intéressants à travailler. Et il y a peut-être pas mal de choses à faire chez eux aussi, parce que je pense que les problèmes qu'on rencontre en France, ils doivent les rencontrer aussi. Le faux miel qui vient de Chine, il doit inonder toute l'Europe, à mon avis, donc c'est un peu, on doit être touché, on est touché, et je pense qu'ils sont touchés aussi. Même si le marché du miel est un peu différent, par exemple en Espagne, il y a beaucoup plus de professionnels qu'en France, mais voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Le circuit est un peu le même, hein. C'est la vente, c'est digitaliser la vente de miel. Donc, je pense qu'on peut dupliquer cette idée dans d'autres pays. Ça sera peut-être dans l'avenir un axe. Mais toujours de rester dans le pays, de faire dupliquer, mais toujours de vendre dans le produit dans le pays. Ouais. D'accord. Voilà, pour la dimension écologique et voilà. Parce que je réfléchis un peu aux différentes cas d'usage. Donc, tu as le consommateur qui veut acheter du miel pour le site, tu as le consommateur qui veut acheter donc, des produits dérivés aussi. C'est vrai que savoir où acheter la propolis ou autre, moi c'est vrai que j'aurais tendance à être dans une petite supérette, ou Biocop ou Naturalia ou équivalent, où je me dis là au moins il y a une petite section de produits, mais je connais pas l'apiculteur. Donc c'est vrai que je vois juste un produit orphelin, alors que là, si tu vraiment sur le site, tu vois le produit et en plus tu vois d'où ça vient, qui est la personne, l'environnement dans lequel il est, ça aide vraiment. Et je vois aussi un autre cas de figure qui est plus, là c'est l'orientation consommateur, mais enfin je te dis un peu les idées que j'ai. Il y a aussi un autre frein, c'est en tant qu'apiculteur, si je veux par exemple, il peut y avoir acheter du matériel d'apiculture d'occasion, il peut y avoir ça. Ou il peut y avoir aussi apiculteur, je souhaite acheter des essaims d'abeilles. Là aussi, moi, quand je devais en acheter, je demandais à mon syndicat en disant donnez-moi des noms. Du coup, il y a une personne qui répondait à la mano, il y a un tel. Sauf que je sais pas comment sélectionner. Donc, il y avait ça. Et il y avait aussi, si je veux acheter des reines fécondées, et là, j'ai un Jean-Baptiste qui était passé sur le podcast qui, lui, m'en envoie. Mais sinon, je n'aurais pas connu, je ne savais pas comment en acheter. Il y a plein d'endroits où, en fait, il y a ce manque de visibilité, soit en tant que consommateur, soit en tant qu'apiculteur, pour acheter certains produits. Ouais. On n'est pas très bon en communication, les apiculteurs. On sait parler de ce qu'on fait, mais quand il s'agit de l'étendre, de valoriser, le marketing, c'est assez peu. Et pourtant, tout le monde l'aime, ce produit. Il y a un capital amour pour l'abeille et le miel qui est très, très, très important. C'est vrai. Donc il y a plein de potentiel, ok. Je suis en train de réfléchir un peu si j'ai, en termes de contact ou autre, dans Pays de France j'ai pas le contact, mais l'occasion j'en parlerai aux apiculteurs. J'en vois un souvent au marché avec qui je coach le samedi matin et je lui demanderai ce que lui déjà en penserait l'idée, parce que lui je le vois, il met sa table et il met ses pots de miel dessus et il a mis vite fait des photos qui sont jaunies par le soleil parce qu'elles datent, mais du coup en parlant avec lui je vois qu'il connaît le métier, donc du coup ça me donne confiance, donc j'achète de son miel aussi. Mais est-ce que lui, qu'est-ce qu'il en penserait de ça? Okay. Les gens sont assez intéressés. On est allé à Montsartou, je ne sais pas si tu connais. Non. La Montsartou, il y a un marché au miel une fois par an en Provence. C'est le plus gros marché
de producteur de miel en Provence, Ok. qui était fin avril. Et on est allé quand même un peu à leur rencontre, on leur a proposé on leur a montré un petit peu le concept. Il y en a 80% qui sont intéressés, quoi, parce qu'ils trouvent vraiment que c'est un outil complémentaire à ce qu'ils font aujourd'hui. Ils font de la vente sur les marchés, dans les petites épiceries, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont du stock. Le fait qu'on fasse les cartons aussi, ça facilite aussi la partie logistique. Ouais, bien sûr. Pour eux, c'est un avantage. Ils disent, ah oui, on n'a pas à s'occuper de tout ça. L'emballage, c'est une problématique qu'ils ont aussi. Ils n'avaient pas envie de l'avoir. Le côté étiquette, ils reçoivent tout. Voilà. Et donc, c'est quand même assez rassurant pour eux et c'est facilitateur de pouvoir expédier du miel de cette façon-là. J'ai juste un doute sur le scotch. Le scotch, je me dis, tout le monde en a, enfin du scotch. Oui, tout à fait. Mais à mon avis, le carton, oui, le bon de livraison aussi, mais le scotch, je sais pas si ça ferait peut-être une charge en plus pour Beekeeper qui est peut-être, je sais pas si elle est vraiment très différenciante. Le carton, je comprends à fond, la protection dans le carton aussi, mais le scotch, je sais pas. Le scotch, non, je sais pas. Oui, voilà, ils peuvent utiliser le leur, quoi. Ils peuvent utiliser le leur. Nous, on fournit un dévidoir avec un rouleau de scotch au démarrage, mais après, ils utilisent le leur, c'est pas un souci. Ok. C'est tout le carton, quoi, qui protège avec les protections. C'est des choses qu'on a fait concevoir chez un fabricant, vraiment. Donc, il y a cette partie-là qui facilite la vente, quoi. Mais oui, en termes de recrutement d'apiculteurs, le fait de se dire, de toute façon, si tu veux, je crée ta page, enfin voilà, tu peux avoir des modèles, et il n'y a pas de friction dans le sens où tu n'as pas à payer à l'entrée, quoi. C'est ça qui est bien, de dire, tu vends à ce moment-là, il y a une commission, mais lorsque tu t'inscris sur le site, ça coûte zéro. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Ça coûte zéro, et l'autre avantage, c'est qu'ils ne sont pas engagés avec nous. Ils peuvent, quand ils veulent sortir, ils peuvent sortir, quoi. Si vraiment ça leur plaît pas. Oui. Et ils peuvent, c'est un canal de vente parmi d'autres. On ne souhaite pas, hein, mais voilà. Ou s'ils veulent arrêter, il y en a qui arrêtent leur activité, ils peuvent sortir quand ils veulent, quoi. Il n'y a pas de contrainte. Donc c'est cette facilité qu'il y a justement cette plateforme de s'inscrire gratuitement, de sortir quand on veut. Voilà, c'est l'avantage. De vendre, de toucher plus de monde, d'avoir son espace dédié quand même. Il y en a même qui nous ont sollicité pour peut-être mettre une sorte de QR code pour accéder directement à leur page sur notre site. Parce que comme ça, les gens qui veulent commander, quand tu achètes du miel sur lequel tu es content, tu es en vacances, il suffit d'avoir juste le QR code et puis après, tu vas directement sur le pot. Tu peux aller directement sur la fiche apiculteur et tu peux recommander du miel, par exemple. Des choses comme ça. Des petites idées. Super bonne idée, oui. Très très bonne idée. Voilà. Ouais. Vraiment excellente idée, oui. La partie QR code qui amène directement sur Beekeeper. Ou même si moi j'ai mon stand je vends du miel au marché, si personne veut en savoir plus, il y a aussi ce petit QR code. Et je vais regarder aussi. Ouais, c'est pas... Ouais. Oui, en plus. Donc il y a plein de choses à faire. Ouais. Il y a plein de choses. Ouais, maintenant c'est de la confrontation au marché. Ouais, voir un peu les cas d'usage, voir à quel moment tu vois que ça fonctionne bien, s'il faut pivoter ou pas. Après là c'est la logique d'entreprise et t'as pas mal de recul et d'après ce que tu m'as dit Philippe aussi, donc là c'est... Ouais, on a pas mal d'expérience là-dedans, donc on n'est pas trop inquiet. Ouais, fascinant comme projet. C'est intéressant et novateur surtout parce que ça n'existe pas. Donc on est les premiers à vendre sur Internet directement depuis les producteurs, quoi. Et c'est pour ça que je voulais t'interviewer aussi, c'est que quand tu m'en parlais, je voyais que c'était, je voyais la pertinence en fait. À certains moments, quand on me parle de certains projets, je comprends pas en fait. Si ça vient pas adresser un point qui est douloureux pour les apiculteurs, que la majorité des apiculteurs connaît et vraiment les personnes veulent vraiment à très court terme éviter ce problème-là, je vois pas l'intérêt du projet. Alors que là, typiquement pour la vente de miel, ça m'a longtemps aussi taraudé l'esprit de me dire quels sont les différents... c'est sûr que c'est génial d'aider les apiculteurs à trouver d'autres canaux de vente. Et tu sais, j'y pensais aussi, c'était une réflexion que je te partage. Les produits de beauté, je trouve que ça marche énormément.
Mais tu vends un produit de beauté avec de la propolis ou avec du miel ou autre, ça passe. Enfin, c'est génial. Il y a des femmes qui sont prêtes à payer une fortune là-dessus. Enfin, très cher. Les marges des produits de beauté, je pense qu'elles sont impressionnantes. Et là aussi, les apiculteurs aussi peuvent valoriser pas le miel qu'en consommation finale, mais il y a d'autres moyens détournés. Type de circuit, oui. Ouais. Il y a d'autres types de circuits. Je pense que la beauté, en France, ils sont. En France, c'est dans le monde, parce qu'on représente la beauté à travers le monde aussi. Ouais. Et les produits cosmétiques font partie aussi de notre culture. Mm. Et il y a des choses à faire, hein, c'est sûr. En plus, on dit c'est naturel, il y a soit du miel, soit de la propolis ou autre. Et là, je pense que ceux qui fabriquent ce genre de produits de beauté, ils veulent aussi être sûrs que c'est du miel français, que ce qu'ils mettent dans leurs produits de beauté, ça va sur. S'avère pour la beauté de leurs clients. Ouais. Donc oui, je pense aussi, ça c'est un truc qui me taraude aussi, pas que la consommation directe, mais aussi d'autres industries qui sont consommatrices de miel, qui recherchent du miel de qualité et avec un certain volume. Ouais. Ouais. C'est génial comme projet. Merci beaucoup Hugo de me l'avoir partagé. Hein. Merci à toi de m'interviewer. De rien. T'hésiteras pas à me tenir au courant pour l'évolution, la mise en ligne de Beekeeper, comme ça en fait quand sur le site, je mettrai en ligne. Voilà, et après quand le site aussi accueillera ses premières personnes, on pourra faire aussi ce que je te propose, une autre interview où on pourra tu pourras me montrer directement sur le site comment ça se passe, le parcours, moi en tant qu'apiculteur, comment je fais pour créer mon annonce, enfin vraiment si ça te va étape par étape, et moi en tant que consommateur, je recherche du miel, comment est-ce que je trouve pour Beekeeper, quelles sont un peu aussi les différentes étapes, si ça te va. Oui, alors juste une précision, pour créer l'annonce, c'est très simple pour l'apiculteur justement. Hein. Nous, on leur crée un espace dédié où ils ont juste à renseigner les informations de l'entreprise dans un fichier type Excel. C'est un Google Drive en fait, qu'on partage. Parfait. Et ils déposent des photos. Et c'est nous qui nous occupons de toute la mise en ligne. Donc eux, ils n'ont pas non plus à passer du temps à comprendre comment ça marche, etc. On est vraiment un facilitateur pour mettre en ligne c'est nous qui nous occupons de tout. Donc on met en ligne leurs images, on crée leur page, on leur demande juste s'ils ont un petit laïus sur l'entreprise, d'où elle vient, voilà, pourquoi, quelle motivation ils rencontrent, etc. Et un petit laïus sur les produits, d'où ils viennent, voilà, etc. Donc expliquer si c'est du miel crémeux, du miel liquide, etc. Le goût, voilà, expliquer quelques petites propriétés de chaque miel qu'ils ont. Et donc ça, c'est nous qui mettons en ligne. Donc ils s'occupent de rien en fait. Donc ça, c'est aussi facilitateur pour eux, parce que c'est pas toujours des gens qui ont des connaissances en informatique ou autre. Donc on leur demande juste de renseigner un fichier, de mettre des images. Nous, on se renseigne, on met en ligne vraiment leur espace. Et après, il y a juste un contrat entre eux et nous à signer, un contrat digital avec une signature électronique qui est signé entre eux et nous, où on met des clauses quand même. C'est pour garantir aux consommateurs qu'on vend des produits de leur production. Une charte en quelque sorte. Quand même. Une charte, en fait, c'est ça. Et on a dit qu'on allait faire des contrôles annuels sur le miel. Aléatoirement sur certains miels, pour justement vérifier qu'il n'y ait pas de fraude, parce qu'à un moment donné il peut se poser la question de la fraude, mais qu'il n'y ait pas de fraude. Alors donc on va faire ce contrôle là, et si on trouve quelque chose, la personne sera exclue et on déposera plainte contre cette personne. Il y aura une rupture de contrat évidemment, mais on déposera plainte contre cette personne. Alors on n'espère pas, parce qu'il y a quand même, on va à la rencontre des apiculteurs, on voit comment ils travaillent, il y a quand même beaucoup de gens honnêtes dans ce milieu là, et qui font du travail excellent. Donc dans la mesure du possible, on essaie de les rencontrer. J'espère que plus tard on fera des tours de France justement pour aller les voir et les rencontrer un petit peu, parce que la dimension humaine est aussi importante dans ce projet-là, et c'est vrai que là on a recruté des apiculteurs qui étaient autour de nous, donc c'est plus facile. En Provence, il y en a quand même pas mal, mais c'est vrai que la dimension humaine, le fait de les rencontrer, de les voir, c'est quand même facilitateur et rassurant pour nous, parce qu'on voit la miellerie, on voit des fois le rucher. Ça met en confiance, on va dire. Très bien. Et l'idée, c'est qu'on mette aussi cette confiance-là sur notre site pour le consommateur. Ok. Si tu veux, je pourrais faire une vidéo sur YouTube où je dis que Beekeeper recrute des apiculteurs. Si vous êtes apiculteur et que vous souhaitez aussi vendre votre miel, je pourrais parler de Beekeeper, si ça te va.
Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, tout à fait. Si je peux aider, tant mieux. C'est- Très bien. Est-ce que tu souhaitais me partager autre chose? Ben, pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Très bien. Mais j'espère que bientôt on pourra te montrer d'autres choses, quoi. Justement, comme on parlait là, peut-être le parcours acheteur, le parcours vendeur, Ouais. voilà. Montrer Ah un oui. petit peu comment ça se passe, plus concrètement. Voilà. Donc, nous, on attend que ça démarre. Là, on est sur les starting blocks. Oui, oui. Donc, en train de remplir le site et on va démarrer prochainement. Donc, pour l'instant, non, rien de nouveau à te dire. Ok. Ok. Mais je t'enverrai un petit message quand le site vraiment sera lancé officiellement pour Ouais. que tu puisses aussi, toi, le regarder et faire peut-être de la communication autour de toi. Avec plaisir. Si Avec ça peut plaisir. nous aider, si ça peut aider les apiculteurs, je suis sûr que tu le feras. Ouais. Oui, c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais. Très bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Hugo. Merci Guillaume, et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le noter sur votre plateforme de podcast préférée. Ça peut être Spotify, Apple Podcast ou encore votre application que vous utilisez sur votre téléphone. Il y a toujours une partie de notation et ça m'aidera beaucoup à me faire connaître. Je vous serai également très reconnaissant si vous parlez de ce podcast autour de vous afin de le faire connaître. Enfin, si l'apiculture vous intéresse parce que vous souhaitez avoir vos ruches, récolter du miel ou encore à faire des actions concrètes pour aider les pollinisateurs, je vous invite à aller sur mon blog mespremiersruches.com/apiculture. Je répète, mespremiersruches.com/apiculture. Ça vous permettra de recevoir gratuitement un guide de 37 pages qui vous aidera à apprendre l'apiculture. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse email guillaume@mespremiersruches.com. Je réponds à tous les emails. On se retrouve au prochain épisode. Ciao la tribu Api.